Si vous dansez cette valse, vous épouserez mon fils. Général Zombou. Mais la recrue noire était championne des danses. Le bruit sourd de l'équipement militaire heurtant le sol en béton de la cour résonna comme un coup de feu dans la plus prestigieuse académie militaire des États-Unis. 300 cadets se figèrent au garde-à-vous, les yeux rivés sur la seule silhouette agenouillée au centre de la cour. Une jeune recrue noire de 22 ans, ramassant des débris métalliques sous le regard du général Marcus Whitfield, qui observait la scène avec un sourire glacial. « Incompétence totale », rugit le général, sa voix tranchant l'air matinal comme une lame. En 25 ans à la tête de cette institution, je n'ai jamais vu un tel manque de coordination élémentaire. La recrue gardait les yeux fixés au sol, chaque muscle tendu, mais quelque chose dans son attitude révélait un sang-froid que personne parmi les personnes présentes ne parvenait à déchiffrer. Ce n'était pas de la soumission. C'était un contrôle absolu. Savez-vous ce qui m'amuse, soldat Brown? Le général tourna en rond autour de la jeune femme comme un prédateur évaluant sa proie. Les gens comme vous arrivent ici en pensant mériter de porter notre uniforme, mais ils sont incapables de transporter l'équipement de base sans causer de désastre. Je m'appelle Kira Brown, et en ce moment même, agenouillé dans cette cour militaire sous le regard de 300 futurs officiers qui m'observent avec un mélange de pitié et d'embarras, une seule vérité me vient à l'esprit. Cet homme n'a aucune idée de qui il essaie d'humilier. Il y a 3 semaines, je n'étais qu'une statistique de plus, une jeune femme noire d'origine modeste qui tentait de survivre en s'engageant dans l'armée. Le général Whitfield me regardait et voyait exactement ce qu'il voulait voir. Quelqu'un qui n'appartenait pas à son monde de privilèges et de traditions centenaires. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant 15 ans de ma vie, avant qu'une tragédie familiale ne m'oblige à tout abandonner, j'avais été quelque chose qui transcendait toute catégorie que son esprit limité pouvait comprendre. Peut-être, dit le général en s'arrêtant juste devant moi, devrions-nous tester si vous possédez au moins une coordination de base. Après tout, un soldat a besoin d'équilibre, n'est-ce pas? Je levai les yeux pour la première fois, croisant son regard avec une sérénité qui le troubla clairement. Pendant une fraction de seconde, je vis l'incertitude traverser son visage, comme si quelque chose de familier résonnait dans sa mémoire sans qu'il puisse identifier quoi. Général, tenta d'intervenir le lieutenant-colonel Hay, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la situation. Il vaudrait peut-être mieux poursuivre l'entraînement prévu. Silence, Hay. Whitfield leva la main sans détourner les yeux de moi. Je donne une leçon éducative sur les normes et les attentes. C'est alors qu'il prononça les mots qui allaient transformer non seulement ce moment, mais toute la structure du pouvoir de cette institution militaire. Si vous parvenez à danser une simple valse sans trébucher, soldat Brown, je marierai mon fils avec vous immédiatement. Imaginez un peu, l'héritière d'une des familles militaires les plus traditionnelles du pays, épousant une recrue qui n'est même pas capable de porter son équipement. Le silence qui s'ensuivit fut si profond que le vent qui soufflait à travers les bâtiments militaires semblait rugir. 300 paires d'yeux se tournaient tour à tour vers le général et moi. Certains choqués par cette cruauté gratuite, d'autres attendant clairement le spectacle de mon humiliation. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer, c'est que ces mots venaient d'ouvrir une porte que j'avais gardée fermée pendant des années. Une porte qui menait à des salles de bal internationales, à des compétitions mondiales et à une époque où mon nom était murmuré avec révérence dans les cercles les plus raffinés de la danse sportive. « J'accepte », répondis-je avec un calme qui fit cligner plusieurs fois des yeux le général, comme s'il avait mal entendu. La brise matinale apportait ma réponse à travers la cour, et à ce moment-là, alors que j'observe l'expression de choc se former sur le visage du général Whitfield, une certitude absolue envahit chaque fibre de mon être. Il vient de commettre l'erreur la plus coûteuse de sa carrière militaire, et il ne s'en rend même pas compte. Si vous suivez cette histoire de courage et de révélation impossible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui est sur le point de se passer dans cette cour militaire prouvera que sous-estimer quelqu'un peut être la décision la plus dévastatrice qu'une personne puisse prendre. Mais avant que la musique ne commence, il y a quelque chose dans mon passé que le général Whitfield doit découvrir. Et quand il le découvrira, toute l'arrogance du monde ne suffira pas à le protéger de ce qui l'attend. Le général Marcus Whitfield cligna des yeux 3 fois de suite, comme si ses propres mots lui étaient revenus en pleine figure. Au cours de toute sa carrière militaire, fondée sur l'intimidation et une hiérarchie rigide, il n'avait jamais rencontré de recrue qui acceptait son humiliation avec autant de sérénité. « Vous acceptez » murmura-t-il, sa voix perdant momentanément son autorité habituelle. « Acceptez quoi, exactement ?»« Votre défi, général. » Ma réponse trancha l'air matinal avec une clarté qui fit se pencher en avant certains cadets. « Dansez la valse. Sans trébucher. Et quand j'y parviendrai, vous tiendrez votre parole concernant le mariage. » Un murmure nerveux parcourut la formation. 300 futurs officiers étaient témoins d'un événement sans précédent dans l'histoire centenaire de cette académie. Une recrue de première classe défiant directement un général 4 étoiles. Marcus Whitfield avait bâti son empire de pouvoir sur un principe simple,
Les gens comme moi devaient connaître leur place. À 58 ans, il dirigeait l'académie militaire la plus prestigieuse du pays, où seulement 3% des cadets étaient afro-américains, une statistique qu'il considérait comme trop généreuse lors de conversations privées avec d'autres officiers vétérans. « Soldat Brown », dit-il en reprenant son attitude autoritaire, « vous ne comprenez manifestement pas la gravité de ce que vous venez d'accepter. Je ne parle pas d'une danse décontractée. Je parle d'une valse classique, exécutée avec la précision que l'on attend d'un officier respectable. » Ce qu'il n'a pas remarqué, c'est le changement subtil dans ma respiration lorsqu'il a mentionné « valse classique ». Pendant 15 ans, ces deux mots avaient été mon identité, mon but, ma raison d'être. Jusqu'à ce qu'un soir, tout change. « Lieutenant Thompson !» cria le général, et un jeune officier blond d'environ 25 ans s'approcha au pas de course. « Allez chercher le matériel audio de la salle des officiers. Nous allons donner à cette recrue l'occasion de prouver qu'elle possède au moins un dixième de l'élégance nécessaire pour porter notre uniforme. » Le lieutenant Michael Thompson, le fils du général. Je l'avais observé pendant ces 3 semaines, remarquant comment il évitait le regard des cadets les moins favorisés, comme si notre présence était une source d'embarras personnel. Contrairement à son père, son arrogance était plus subtile, plus polie, mais tout aussi venimeuse. « Papa, je veux dire général », Michael hésita, « êtes-vous sûr que c'est approprié ? Les cadets ont un entraînement tactique dans 15 minutes. »« L'entraînement peut attendre », répondit Marcus avec un sourire cruel. « C'est une leçon pratique sur les normes militaires. Sur ce qui arrive quand quelqu'un essaie d'atteindre des sommets pour lesquels il n'est pas né. » Alors que Michael s'éloignait à contre-cœur, je remarquai quelque chose que le général n'avait pas vu. Plusieurs cadets chuchotaient entre eux, et certains regards dirigés vers moi ne contenaient plus de pitié. Ils contenaient de la curiosité. Comme si mon acceptation du défi avait éveillé quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir. « Sergent Williams !» Le général appela un officier afro-américain qui supervisait une formation à proximité. « Venez voir ça. Je veux que vous voyiez ce qui arrive quand quelqu'un de votre origine essaie de voler trop haut. » Le sergent Williams s'approcha avec une expression neutre, mais lorsque nos regards se croisèrent pendant une fraction de seconde, je reconnus quelque chose de familier. Il m'avait déjà vu. Pas ici, à l'académie, mais ailleurs, à un autre moment. « Général, dit prudemment le sergent, nous devrions peut-être nous demander si ce genre de démonstration est conforme à nos valeurs institutionnelles. » Nos valeurs, rugit Marcus, incluent l'excellence, la tradition et la compréhension claire des hiérarchies naturelles. Cette recrue a décidé de défier ces hiérarchies. Elle va maintenant apprendre. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris qui était Marcus Whitfield. Pas seulement un général arrogant, mais un homme qui avait passé des décennies à construire des murs pour garder les gens comme moi à l'extérieur. Son académie militaire n'était pas seulement une institution, c'était un sanctuaire où il pouvait exercer ses préjugés avec la bénédiction de la tradition. Michael revint avec un système audio portable, ses mouvements trahissant une réticence croissante. « Le matériel est prêt, général. »« Excellent. » Marcus se tourna vers le groupe de cadets. « Vous allez assister à une leçon importante aujourd'hui. Sur l'ambition démesurée, sur la connaissance de ses limites personnelles et sur les conséquences de défier l'ordre établi. » Il fit une pause dramatique, savourant chaque mot comme un prédateur savoure sa proie. Lorsque le soldat Brown trébuchera, bégayera ou abandonnera inévitablement au milieu de la représentation, je veux que vous vous souveniez de ce moment. Rappelez-vous que certaines personnes sont nées pour diriger, et d'autres. Il me désigna directement. Sont nées pour servir. Le système audio émit un grésillement électronique, tandis que Michael testait les commandes. 300 paires d'yeux me regardaient, certains avec une cruelle anticipation, d'autres avec une sincère inquiétude pour ce qui allait se passer. Mais il y avait quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pouvait voir. Lorsque le général a mentionné la valse classique, des muscles que je n'avais pas utilisés depuis des années ont commencé à se réchauffer d'eux-mêmes. Des souvenirs profondément enfouis ont commencé à battre comme un cœur ressuscité. Pendant 15 ans, depuis qu'une tragédie familiale m'avait contraint à tout abandonner, j'avais gardé mon passé enfermé dans un coffre-fort mental. Mais maintenant, face à cette humiliation publique, face à cette démonstration grotesque de préjugés institutionnels, quelque chose de bien plus puissant que la colère se réveillait. C'était la précision. C'était la mémoire musculaire. C'était l'identité que j'avais enterrée, mais qui, apparemment, n'était jamais complètement morte. « Quelle musique souhaitez-vous, général ?» demanda Michael en parcourant une liste de lecture sur l'appareil. Marcus sourit avec une satisfaction malveillante. « Que diriez-vous de Le beau Danube bleu ?» Assez classique pour exposer complètement le manque de sophistication de notre recrue. Quand j'entendis le nom de la chanson, quelque chose se contracta violemment dans ma poitrine.
Le beau Danube bleu n'était pas seulement une valse classique pour moi. C'était la musique de ma dernière performance avant que tout ne s'écroule. La musique qui m'avait consacré championne du monde 3 fois de suite. Mais cette information restait enfermée dans mon coffre-fort secret, attendant le moment idéal pour exploser et transformer l'arrogance du général Whitfield en l'humiliation la plus publique et la plus dévastatrice de toute sa carrière. Le beau Danube bleu commença à couler des haut-parleurs militaires, et à cet instant, 15 ans de souvenirs refoulés explosèrent à travers chaque terminaison nerveuse de mon corps. Ce n'étaient pas seulement des souvenirs, mais des cicatrices qui s'étaient transformées en puissance brute. Le général Whitfield se tenait comme un empereur romain président des Jeux de gladiateurs, les bras croisés dans une satisfaction anticipée. 300 cadets formaient un demi-cercle involontaire, certains clairement mal à l'aise face au spectacle, d'autres hypnotisés par la cruauté qui se déroulait sous leurs yeux. « Soldat Brown », annonça-t-il théâtralement, « vous avez 30 secondes pour vous mettre en position. Et n'oubliez pas, une valse classique exige une posture, de l'élégance et surtout du breeding, quelque chose qui ne s'apprend pas dans des cours accélérés. » Breeding. Le mot résonna dans la cour comme un coup de feu. C'était le code aristocratique pour « vous n'êtes pas né pour ça ». Le même terme que des juges partiaux avaient murmuré à mon sujet lors de compétitions internationales, même lorsque je maîtrisais chaque mouvement avec une précision mathématique. Mes pieds se sont automatiquement déplacés vers le centre de l'espace improvisé, et quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Chaque muscle de mon corps a reconnu ses premières notes comme un soldat reconnaît le son de son arme préférée. 15 ans de silence forcé n'avaient rien effacé, ils avaient simplement comprimé mon identité jusqu'à la transformer en bombe à retardement. Le sergent Williams observait avec une intensité qui me fit comprendre que ses soupçons se confirmaient. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il m'avait reconnu, mais il gardait le secret par respect ou par stratégie. « Papa », murmura Michael d'un ton pressant au général, « nous devrions peut-être reconsidérer la situation. Les cadets ont des familles influentes, et cela pourrait être mal interprété si… »« Tais-toi, Michael », l'interrompit Marcus avec une brutalité qui fit se raidir plusieurs officiers à proximité. « Tu es trop faible. C'est exactement pour cela que tu dois être témoin de cela. Tu dois apprendre comment fonctionne le véritable pouvoir. » C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable pathologie du général Whitfield. Ce n'était pas seulement du racisme, c'était un sadisme systématique qu'il avait nourri pendant des décennies au sein de cette institution. Combien d'autres personnes avait-il détruites avec ses jeux psychologiques? Combien de rêves avait-il écrasés sous le poids de son arrogance institutionnalisée? La musique prit de l'ampleur, et ma respiration s'ajusta automatiquement au rythme qui m'avait dominé pendant 15 années consécutives. Chaque inspiration me ramenait des fragments de la personne que j'étais autrefois. Kira The Phoenix Brown, triple championne du monde de danse sportive, première femme afro-américaine à remporter le titre suprême de valse classique internationale. Observez attentivement, a ordonné le général au cadet, tel un professeur disséquant un spécimen. Vous allez voir ce qui se passe quand quelqu'un tente d'atteindre un niveau social pour lequel il n'est pas génétiquement préparé. Génétiquement. Il avait franchi une ligne qui avait transformé ma décision de l'humilier par vengeance personnelle en une mission de justice sociale. Je fermai les yeux pendant exactement 3 secondes, le temps dont j'avais toujours besoin pour entrer dans mon état de flow compétitif. Quand je les rouvris, je n'étais plus le soldat Brown, recrue de première classe. J'étais Kira Brown au sommet de sa carrière, avec des muscles qui rappelaient chaque compétition remportée, chaque rival battu, chaque juge contraint de reconnaître ma supériorité technique malgré ses préjugés. Le moment de vérité était arrivé, mais pas comme le général l'avait imaginé. Il s'attendait à assister à mon échec. Au lieu de cela, il était sur le point d'assister à la résurgence d'une légende dont il ignorait même l'existence. Michael régla nerveusement le volume sonore, et pour la première fois depuis le début de cette torture publique, il fit preuve d'une sorte de conscience. « Général, les autres officiers regardent depuis la balcon. Cela va devenir officiel si… » « Parfait. » L'interrompit Marcus avec une satisfaction malsaine. Plus il y aura de témoins, mieux ce sera. Je veux que cette leçon reste gravée dans les mémoires pendant des décennies. Je veux que chaque futur cadet sache ce qui arrive à ceux qui ne connaissent pas leur place. Mais il y avait une chose que le général n'avait pas remarquée. Au cours des 3 dernières semaines, pendant chaque exercice physique, chaque simulation de combat, chaque démonstration de coordination motrice, j'avais donné des signes subtils de ma véritable nature. Des mouvements trop fluides pour une recrue ordinaire. Un équilibre impossible pour quelqu'un sans entraînement professionnel. Une précision corporelle qui transcendait tout programme militaire de base. Le lieutenant-colonel l'avait remarqué. Certains instructeurs chevronnés avaient chuchoté entre eux. Même certains cadets plus observateurs avaient commencé à se demander pourquoi une recrue ordinaire
avaient des réflexes qui rivalisaient avec ceux des gymnastes olympiques. La musique atteignit son crescendo initial, et le moment était venu de prendre la décision qui allait définir non seulement ma vie, mais aussi l'avenir de tous ceux qui avaient été humiliés par des hommes comme Marcus Whitfield. Je plaçai mes bras dans la posture d'ouverture classique. Pas la position de base que n'importe qui pouvait imiter, mais la posture spécifique des champions du monde, avec des angles précis qui prennent des années à maîtriser. C'était un mouvement si subtil que seuls les vrais connaisseurs de danse pouvaient en reconnaître la complexité. Le général continuait de sourire, complètement inconscient du fait qu'il venait de défier l'une des plus grandes spécialistes de la valse classique de l'histoire moderne dans un domaine où elle régnait en maître absolu. Dernière chance d'abandonner, soldate, m'a-t-il proposé avec une fausse magnanimité. Je vous épargne l'embarras, et nous oublions toute cette conversation. Je le regardai droit dans les yeux pour la première fois depuis le début, et lui laissai voir quelque chose que j'avais caché pendant 3 semaines entières. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la soumission. C'était la confiance absolue de quelqu'un qui était sur le point de démontrer une supériorité à un niveau dont il ne soupçonnait même pas l'existence. « Général », répondis-je avec un calme qui fit instinctivement se pencher en avant certains cadets à proximité. « Lorsque j'aurai terminé cette valse, vous aurez 2 options. Tenir votre parole concernant le mariage, ou expliquer à vos supérieurs pourquoi vous avez rompu une promesse publique faite devant 300 témoins. » La musique entra dans le 2e mouvement, et le moment était venu de montrer au général Whitfield et à tous ceux qui avaient sous-estimé mes capacités en raison de la couleur de ma peau ou de mes origines modestes, que certaines batailles ne se gagnent pas avec l'autorité ou la tradition. Elles se gagnent grâce à un talent pur, une mémoire musculaire inébranlable et la capacité de transformer des années d'humiliation silencieuse en la performance la plus dévastatrice et la plus parfaite que cette cour militaire n'ait jamais vue. Alors que le beau Danube bleu continuait de couler des haut-parleurs, quelque chose d'imperceptible commença à se produire dans chaque fibre de mon corps. C'était comme si 15 années d'engourdissement forcé s'effaçaient en quelques secondes, cellule par cellule, muscle par muscle. Ma colonne vertébrale s'est redressée avec une élégance qui a fait faire un pas en avant involontaire au sergent Williams. Il savait. Et maintenant, j'en étais absolument certain. Au cours de ces 3 semaines d'observation silencieuse, j'avais cartographié chaque personnalité dans cette cour. Le général Whitfield, un narcissique pathologique qui nourrissait son ego en écrasant les rêves. Michael Thompson, un privilégié peu sûr de lui qui utilisait l'arrogance pour cacher ses propres insuffisances. Le lieutenant-colonel est un vétéran mal à l'aise qui reconnaissait l'injustice mais craignait de s'opposer à l'autorité. Mais il y avait plus de personnes qui observaient que je ne l'avais initialement remarqué. Sur les balcons des bâtiments adjacents, d'autres officiers s'étaient discrètement positionnés. Certains avec des expressions curieuses, d'autres clairement perturbés par la nature publique de l'humiliation que le général orchestrait. Parfait. Plus il y aurait de témoins, plus sa chute serait complète. J'ai commencé par des mouvements préparatoires qui pouvaient sembler nerveux à des observateurs inexpérimentés, mais qui étaient en fait des échauffements spécifiques que j'avais développés au cours de ma carrière sportive. De subtiles rotations du poignet. Un alignement imperceptible des hanches. Des ajustements de la respiration qui oxygénaient des muscles spécifiques pour une performance de haute intensité. Observez le langage corporel, a commenté le général au cadet à proximité, la voix chargée d'une satisfaction anticipée. Hésitation. Peur. C'est ainsi que réagissent les personnes sans éducation lorsqu'elles sont exposées à la véritable sophistication. Mais le sergent Williams s'était rapproché, et ses yeux ne reflétaient aucune attente d'échec. Ils reflétaient une reconnaissance croissante, et quelque chose qui ressemblait à une révérence contenue. Michael réglait nerveusement les commandes du son, réalisant clairement que la situation avait pris des proportions qu'il n'avait pas anticipées. « Papa, certains officiers supérieurs sont descendus pour observer. Le colonel Martinez vient d'arriver depuis la vérandae. »« Tant mieux, » répondit Marcus sans détourner son attention cruelle de moi. Martinez remet toujours en question mes méthodes disciplinaires. Aujourd'hui, il va voir comment fonctionne la véritable autorité. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais développé, au cours de mes années de compétition, une compétence particulière, l'analyse psychologique instantanée des juges et des concurrents. Je savais exactement quand un adversaire bluffait, quand un juge était partial à mon égard, quand un public était prêt à être conquis. À ce moment-là, en analysant chaque expression faciale autour de moi, une vérité cristalline m'est apparue. Le général était seul dans sa cruauté. Même ses propres subordonnés manifestaient un malaise croissant. La musique est entrée dans le 3e mouvement, et j'ai commencé la séquence de préparation que j'avais utilisée avant chaque compétition mondiale. 3 respirations profondes pour accéder à la mémoire musculaire. Visualisation rapide de la chorégraphie complète. Activation des groupes musculaires spécifiques qui seraient sollicités.
C'est pendant cette préparation qu'un souvenir précis a jailli dans ma conscience comme un rayon laser. Ma dernière compétition avant la tragédie familiale. Berlin, 2008. Championnat du monde de danse sportive. La valse qui m'a consacré championne invaincue pour la 3e fois consécutive. Le beau Danube bleu. La même musique qui jouait maintenant dans cette cour militaire. Il y a 15 ans, cette nuit-là à Berlin, j'avais été confronté à une situation similaire de préjugés déguisés en tradition. Des juges européens qui chuchotaient à propos de la technique américaine inférieure et du manque de raffinement classique, des codes polis pour désigner le racisme institutionnel. Ma réponse avait été de démolir chaque préjugé avec une précision technique si parfaite que même les critiques les plus virulents avaient été réduits au silence. Maintenant, face au général Whitfield, l'histoire se répétait. Mais cette fois, je n'étais plus une jeune fille de 18 ans qui luttait pour prouver sa valeur. J'étais une femme de 33 ans qui avait tout perdu, reconstruit sa vie à partir de zéro et développé une compréhension profonde du fonctionnement du véritable pouvoir. « Soldat Brown », annonça le général avec une pompe théâtrale, « vous avez 10 secondes pour commencer, sinon je considérerai votre hésitation comme un abandon officiel. » C'est à ce moment précis que j'ai pris la décision la plus stratégique de ma vie. Je n'allais pas seulement danser pour l'humilier. Je danserais pour démontrer que tout son concept de supériorité fondé sur la classe et la race n'était qu'une illusion pathétique entretenue uniquement par l'ignorance collective. Et pour ceux d'entre vous qui suivent ce parcours vers la justice et la révélation, restez connectés, car ce qui est sur le point de se passer dans cette cour militaire va complètement redéfinir la manière dont le pouvoir réel se manifeste lorsqu'il est confronté à un talent authentique. J'ai placé mes bras dans la position classique, pas la version basique enseignée dans les cours de société, mais la posture spécifique des champions internationaux. Les épaules alignées avec une précision millimétrique, le tronc activé pour une stabilité absolue, les bras courbés à l'angle exact qui crée des lignes visuelles parfaites. Le général continuait de sourire, complètement inconscient du fait qu'il assistait à des préparatifs de niveau olympique se déroulant sous ses yeux. Mais le sergent Williams s'était encore rapproché, et lorsque nos regards se sont brièvement croisés, il a articulé silencieusement 2 mots qui ont confirmé mes soupçons, Phoenix Brown. Mon nom de compétition. Mon identité perdue. Il savait vraiment qui j'étais. La musique atteignit le crescendo qui marquait toujours mon entrée dans les compétitions internationales, et pour la première fois en 15 ans, je laissais Kira The Phoenix Brown, triple championne du monde, détentrice de cet record technique, première femme afro-américaine à avoir complètement dominé la valse classique internationale, émerger des cendres de la tragédie qui avait marqué ma dernière décennie et demie. Le général Whitfield était sur le point de découvrir qu'il avait défié non seulement une recrue au passé mystérieux, mais aussi une légende vivante dont il ignorait l'existence, et qui était prête à utiliser sa propre arrogance comme carburant pour la performance la plus dévastatrice et la plus parfaite de toute sa carrière. Le moment final de préparation était terminé. La véritable bataille était sur le point de commencer. Réessayer mon premier pas fut comme un éclair fendant la réalité en 2 parties distinctes, avant et après le moment où le général Marcus Whitfield découvrit qu'il avait défié une force de la nature déguisée en recrue militaire. Ce n'était pas un pas ordinaire. C'était un glisser parfait qui me transporta à travers l'espace avec une fluidité qui défiait les lois de la physique. 300 paires d'yeux s'écarquillèrent simultanément, comme s'ils avaient été témoins d'un pur miracle se manifestant dans un espace militaire. « Jésus-Christ » murmura quelqu'un dans la formation. L'exclamation résonna dans la cour avant que son auteur ne puisse la réprimer. Mais je ne faisais que commencer. La 2e séquence était une série de chassés qui m'ont fait faire un demi-cercle autour de l'espace désigné. Chaque mouvement exécuté avec une précision qui a fait se pencher par-dessus les balustrades certains officiers vétérans qui se trouvaient sur les balcons. Ce n'étaient pas des pas de danse sociale appris pendant les week-ends. C'étaient des techniques de niveau international, développées au fil de décennies de compétition sur les scènes les plus exigeantes du monde. Le général Whitfield cessa de sourire. « Mais qu'est-ce que » commença-t-il, mais ses mots s'évanouirent lorsque j'exécutais une promenade qui exigeait non seulement des années d'entraînement, mais aussi une condition physique spécifique que seuls les athlètes d'élite possèdent. Ce fut le sergent Williams qui rompit le silence tendu qui s'était installé. « Général », dit-il d'une voix empreinte d'admiration et de quelque chose qui ressemblait à de la révérence. « Savez-vous qui elle est » Marcus se tourna brusquement vers Williams, l'air à la fois confus et de plus en plus irrité. « C'est une recrue de première classe qui a apparemment pris quelques cours de danse avant de s'engager. Rien de plus. »« Non, monsieur. » Williams fit un pas en avant, son attitude militaire impeccable, mais ses yeux brillants d'une émotion qui transcendait le protocole. Il s'agit de Kira The Phoenix Brown, triple championne du monde de danse sportive. La première femme afro-américaine à remporter le titre suprême de valse classique internationale. Le silence qui s'ensuivit fut si absolu que le vent qui soufflait à travers les bâtiments militaires ressemblait à une tempête. 300 cadets,
des dizaines d'officiers sur les balcons et un général qui venait de découvrir que sa démonstration d'autorité s'était transformée en l'erreur la plus publique et la plus humiliante de toute sa carrière. Mais je n'ai pas arrêté de danser. La musique est entrée dans le mouvement le plus complexe, et j'ai exécuté une série de fouettés, des pirouettes continues sur une seule jambe, qui sont considérées comme impossibles à maintenir pendant plus de 8 répétitions, même pour les danseuses professionnelles. J'ai effectué 16 pirouettes parfaites, chacune exécutée avec un contrôle absolu qui a fait que certains cadets ont commencé à applaudir involontairement avant de se rappeler où ils se trouvaient. « Impossible !» a murmuré Michael à son père, la voix tremblante de choc. « Papa, tu as défié Kyra Brown. Tu as défié une légende vivante. » C'est alors que le souvenir frappa Marcus comme un coup de marteau. Des fragments d'actualité datant d'il y a 15 ans commencèrent à se reconstituer dans son esprit. La jeune prodige qui avait dominé les compétitions européennes traditionnellement réservées aux dynasties aristocratiques. L'athlète qui avait forcé des juges préjugés à reconnaître sa supériorité technique, indépendamment de sa race ou de son origine sociale. La femme qui avait mystérieusement disparu après une tragédie familiale, laissant le monde de la danse sportive sous le choc. « Non », murmura-t-il, son arrogance s'effondrant comme un château de cartes. « Ce n'est pas possible. Elle est morte. Ou du moins, elle n'a plus jamais dansé professionnellement. » J'ai alors exécuté la séquence qui m'avait consacré championne invaincue. Une combinaison de grands jetés et de pirouettes qui créait l'illusion d'un vol soutenu. C'était ma signature technique, le mouvement qu'aucun concurrent n'avait jamais réussi à reproduire, la raison pour laquelle les critiques internationaux m'avaient surnommé « The Phoenix », le phénix qui s'élevait au-dessus de toutes les limites imposées par la tradition et les préjugés. À ce moment-là, alors que mon corps se souvenait de chaque muscle, chaque tendon, chaque fibre de l'identité que j'avais enfouie pendant 15 ans, une vérité puissante résonna dans mon âme. Je n'avais rien perdu. J'avais simplement attendu le bon moment pour renaître. Le colonel Martinez descendit en courant des balcons, le visage empreint d'un mélange de fascination et d'horreur grandissante. « Général Whitfield » s'écria-t-il avec urgence, « que se passe-t-il exactement ici ?» Marcus ne parvint pas à répondre. Il était hypnotisé par la prise de conscience qu'il avait commis non seulement une erreur tactique, mais un suicide professionnel complet. Défier publiquement une légende, tout enregistré, transformer son ignorance en spectacle devant des centaines de témoins. La musique approchait de son crescendo final, et le moment était venu d'exécuter la séquence qui m'avait rendu célèbre dans le monde entier. Le Phoenix Rising, une combinaison de mouvements que j'avais créés et qu'aucun danseur au monde ne pouvait reproduire. J'ai commencé par une série de tours en dehors qui m'ont progressivement élevé, chaque tour plus haut que le précédent, créant l'illusion d'une ascension en spirale. Puis, au moment exact du climax musical, j'ai exécuté un grand jeté en avant qui m'a transporté sur toute la longueur de l'espace qui m'était réservé, atterrissant en arabesque parfaite, position que j'ai maintenue pendant 10 secondes entières tandis que la musique s'évanouissait. La dernière note a résonné dans la cour, et je suis resté immobile dans ma position finale, ma respiration contrôlée malgré l'intensité de la performance. 15 ans d'inactivité forcée avaient été effacés en 4 minutes de mémoire musculaire parfaite. Le silence a duré une éternité. Puis, lentement, le sergent Williams a commencé à applaudir. Ces applaudissements ont été suivis par ceux d'un cadet, puis d'un autre, puis d'une cascade de reconnaissance qui a balayé toute la cour militaire comme une vague irrésistible. « Bravo !» a crié quelqu'un depuis les balcons. « Extraordinaire !» a renchéri un autre. En quelques secondes, 300 cadets étaient debout, applaudissant avec une intensité qui faisait trembler les bâtiments militaires. Les officiers vétérans sur les balcons applaudissaient comme s'ils avaient été témoins d'un moment historique, car c'était exactement ce dont ils avaient été témoins. Le général Marcus Whitfield était pâle comme un fantôme, réalisant que sa leçon d'humilité s'était transformée en la résurrection publique de l'une des plus grandes artistes de l'histoire moderne. Et au centre de tout cela, avec une dignité absolue, j'ai finalement prononcé les mots qui ont scellé son destin. « Général, je crois que nous avons un mariage à organiser. » Les mots « Je crois que nous avons un mariage à organiser » ont résonné dans la cour militaire comme un verdict final. Le général Marcus Whitfield est resté immobile pendant 10 longues secondes, son cerveau essayant de comprendre l'ampleur du désastre qu'il avait orchestré pour lui-même. 300 cadets applaudissaient encore, certains criant « Bravo » et « Extraordinaire » lorsque la réalité frappa Marcus comme une avalanche. Il avait publiquement défié une légende mondiale, perdu de manière humiliante devant des centaines de témoins, et était maintenant tenu responsable d'une promesse qu'il avait faite comme une blague cruelle. « Ceci n'est pas valable », balbutia-t-il, son autorité acquise au fil des décennies s'évaporant en temps réel. C'était une blague. Aucun tribunal militaire. « Général Whitfield », l'interrompit le colonel Martinez, descendant des balcons avec une expression mêlant fascination et profonde désapprobation.
Vous avez fait une déclaration publique devant 300 témoins militaires. Enregistrée sur des appareils mobiles. Diffusée en direct par certains cadets sur les réseaux sociaux. Le sang se retira complètement du visage de Marcus. En 2024, où chaque moment significatif devenait instantanément viral, son humiliation ne s'était pas limitée à cette cour. Elle se propageait sur Internet comme une traînée de poudre. Michael Thompson s'approcha de moi avec une expression qui avait complètement changé. Ce n'était plus le jeune homme arrogant qui avait observé avec une satisfaction cruelle 3 semaines auparavant. C'était un homme confronté à l'éducation préjugée que lui avait donnée son père. « Mademoiselle Brown, dit-il d'une voix empreinte d'un respect sincère, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères pour le comportement de mon père. » Et il hésita, jetant un regard au cadet qui nous observait toujours. « Si vous me le permettez, ce serait un honneur de mieux vous connaître. Non pas à cause des paris ou des humiliations, mais parce que tout homme serait privilégié de connaître quelqu'un de votre calibre. » C'est alors que le sergent Williams s'approcha, son téléphone à la main, avec une expression d'admiration qui transcendait la hiérarchie militaire. « Mademoiselle Brown, dit-il, j'étais dans le public à Berlin, en 2008. Championnat du monde. Votre interprétation de « Le beau Danube bleu », ce soir-là était... » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Elle était transcendante. Elle a changé ma compréhension de ce que signifie le véritable article. La foule des cadets s'est rapprochée, tous désireux d'entendre l'histoire qui se déroulait sous leurs yeux. Une légende ressuscitée. Une injustice corrigée par le pur talent. Un moment qui allait définir leur propre perception du pouvoir, des préjugés et de la différence entre l'autorité véritable et la tyrannie déguisée en tradition. Il y a 15 ans, ai-je commencé, ma voix enfin empreinte de la confiance que j'avais enfouie pendant si longtemps, j'ai perdu ma famille dans un accident. Mes parents, mon petit frère. Des personnes qui avaient tout sacrifié pour financer ma carrière sportive. La cour est devenue complètement silencieuse, comme si 300 personnes retenaient leur souffle simultanément. Je ne pouvais plus danser. Non pas parce que mon corps en était incapable, mais parce que chaque mouvement me rappelait le prix qu'ils avaient payé pour mes rêves. Alors j'ai disparu. J'ai travaillé dans des emplois anonymes. J'ai survécu. Mais je n'ai jamais oublié qui j'étais. J'ai regardé directement le général Whitfield, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Jusqu'à aujourd'hui, où un homme a décidé qu'il pouvait m'humilier en raison de la couleur de ma peau et du travail que je fais pour survivre. Il a décidé que je n'avais pas assez de breeding pour porter cet uniforme. Marcus a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de sa carrière, il était complètement sans défense. Le colonel Martinez s'approcha avec une tablette, montrant des chiffres qui le firent écarquiller les yeux d'horreur. « Général, » dit-il d'une voix qui ne cachait pas sa satisfaction, la vidéo de la performance de Mademoiselle Brown a déjà été visionnée 2 millions de fois. CNN, Fox, BBC, tous demandent des interviews. Le Pentagone veut une explication officielle sur les pratiques disciplinaires à l'académie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma victoire avait transcendé la vengeance personnelle. Elle était devenue un symbole de résistance pour toute personne qui avait déjà été sous-estimée en raison de son apparence, de ses origines ou de sa situation. « Mademoiselle Brown, » dit Michael, « mon père a commis une terrible erreur. Mais votre réponse a transformé cette erreur en quelque chose de plus grand. Une leçon qu'aucun d'entre nous n'oubliera jamais. » 3 heures plus tard, assise dans le bureau du commandant de l'académie, en train de signer les papiers officialisant mon transfert vers le programme spécial pour officiers, j'ai reçu un appel qui a tout changé à nouveau. Lincoln Center. Offrant non seulement un retour triomphal, mais aussi la direction d'un programme dédié aux jeunes talents issus de communautés minoritaires. Une chance de transformer ma résurrection en un pont vers d'autres rêves. Le général Marcus Whitfield a été discrètement transféré à un poste administratif en Alaska. Sa carrière militaire s'était terminée non pas avec les honneurs, mais avec la brutale prise de conscience que l'arrogance fondée sur les préjugés trouve toujours son égal lorsqu'elle est confrontée à l'excellence authentique. Michael Thompson est devenu mon partenaire tant sur le plan professionnel que personnel. Non pas à cause du pari de son père, mais parce qu'il a reconnu que le véritable amour naît du respect mutuel et de l'admiration pour la force de caractère. 6 mois plus tard, lors de la soirée de mon retour sur scène, j'ai dédié ma performance à ceux qui croient être nés pour servir alors qu'ils sont en réalité nés pour diriger. À ceux qui possèdent des talents extraordinaires dissimulés sous une humilité forcée. Car j'ai découvert quelque chose de fondamental dans cette cour militaire. Notre plus grande vengeance contre ceux qui tentent de nous rabaisser n'est pas de les détruire, mais de briller avec une telle intensité que leur obscurité devient insignifiante. La véritable victoire n'est pas de prouver qu'ils ont tort à notre sujet. Elle consiste à prouver que nous avions raison à notre sujet depuis le début.
Et pour vous qui avez suivi ce parcours d'humiliation transformé en triomphe, souvenez-vous, chacun de nous porte en lui un phénix qui attend le bon moment pour renaître de ses cendres. Parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un d'assez arrogant pour nous défier sur le terrain où nous sommes invincibles. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec ceux qui ont besoin de se rappeler que sous-estimer quelqu'un sur la base des apparences peut être l'erreur la plus révélatrice qu'une personne puisse commettre, car cela force les talents cachés à émerger avec une force dévastatrice. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la justice la plus douce est celle qui est rendue grâce à une excellence que personne ne s'attendait à voir.